Allez, je propose, comme ça s'est stabilisé, je propose que nous puissions y aller. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ce premier webinaire que la FHP consacre à la maîtrise de la qualité de l'air intérieur dans les établissements de santé. Vous aurez compris que dans le premier webinaire, ça veut dire qu'il y en aura d'autres qui seront appelés effectivement à se tenir sur cette thématique-là. Et ce d'autant que ce webinaire finalement s'inscrit dans le cycle 2023 des temps que l'on consacre à la RSE. Et cet événement, en tout cas celui d'aujourd'hui, poursuit l'objectif de pouvoir vous accompagner dans votre démarche d'amélioration de la qualité d'air intérieur et de la gestion des risques, avec l'intervention de différents intervenants, des retours d'expérience, donc intervention d'experts, retour d'expérience issus de l'éducation privée. Et je veux d'ores et déjà remercier nos intervenants. Ce webinaire, alors si on le remet un peu en perspective, ce webinaire il s'inscrit également dans la déclinaison opérationnelle de notre charte d'engagement qui avait été élaborée en 2021 pour amplifier justement toutes les actions éco-responsables de la profession sur ces 4 grands piliers de la RSE. Et parmi, dans cette charte, avec 4 objectifs et 10 engagements, bien évidemment, améliorer la qualité de l'air intérieur constitue un de ces engagements, le 8e, si je dois effectivement le positionner. Alors, même s'il n'y avait pas de hiérarchie en l'espèce, mais que vous puissiez le retrouver dans le cadre de la charte. Alors, bien évidemment, prévenir et soigner est notre cœur de mission, notre raison d'être. Vous savez que du côté de la FHP, on a eu un engagement fort l'année dernière qui vient emporter aussi ces enjeux-là. Si nous devions aussi poser le sujet en perspective au-delà de la seule FHP, améliorer l'air intérieur en France est aussi un enjeu de santé publique. Et le 4e plan national santé-environnement, que je vous rappellerai sous l'intitulé « Un environnement, une santé », s'est posé pour objectif de réduire des expositions qui sont jugées prioritaires, parmi lesquelles la pollution de l'air intérieur, qui va nous occuper cet après-midi. Alors, chose que j'ai apprise dans le cadre de la préparation, merci Marie-Claire, je ne savais pas que nous respirions tous en moyenne 15 000 litres d'air quotidiennement, de sorte que ce seul chiffre-là nous permet effectivement de mesurer assez aisément les enjeux sanitaires qui sont d'évoluer dans un environnement intérieur, mais extérieur aussi, qui soit doté d'une bonne qualité d'air, compte tenu effectivement des effets sur la santé et le bien-être que cela peut induire. Donc, dans nos établissements, qui sont à la fois protégés, hein, on a des secteurs effectivement largement surveillés, d'autres plus conventionnels, de sorte que l'ambition qui peut être la nôtre, c'est de pouvoir effectivement retenir quelques actions relativement simples, comme la bonne aération des espaces fermés, et la Covid est venue nous rappeler toute l'importance qu'il pouvait y avoir justement à trouver effectivement cette aération d'espaces fermés, mais également la mise en place de dispositifs de traitement de l'air, des équipements adaptés et un travail de réduction des polluants à la source dans le cadre d'une politique d'achat durable, bien sûr, qui permette de prévenir les risques. Alors, nous le verrons au cours du webinaire, des solutions permettent de réduire les risques de pollution de l'air intérieur, et les leviers d'action à mettre en place pour maîtriser la qualité de l'air intérieur dans l'établissement existent, et il s'agit de les déployer à l'ensemble de la profession. Alors, encore une fois, je voudrais renouveler mes remerciements aux intervenants, intervenantes et intervenants, d'avoir accepté de partager avec nous leur expertise, leur expérience sur le sujet. Donc, on a le plaisir de pouvoir passer 1h30 avec elles et eux. Et peut-être que Marie-Claire, peut-être 2 mots ensuite de cette introduction.
Merci beaucoup Bertrand. Bonjour à toutes et tous. Donc Marie-Claire Vier, je suis directrice stratégie à la Fédération de l'hospitalisation privée. Je suis notamment en charge de la RSE et j'ai le plaisir d'animer le groupe de travail RSE de la FHP qui est présidé par le docteur Joël Clich depuis maintenant de 2016. Donc Bertrand Sommier l'a exprimé, hein, la maîtrise de l'air, la maîtrise de la qualité de l'air intérieur constitue un véritable enjeu pour les établissements de santé et ce à plus d'un titre. Et je voudrais donner la parole maintenant pour poser le sujet à Olivier Blanchard. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir à ce webinaire. Donc Olivier Blanchard, vous êtes enseignant-chercheur santé-environnement, qualité de l'air intérieur à l'EHESP de Rennes et comme je l'indiquais, vous avez accepté d'intervenir pour voilà, nous évoquer les enjeux et les actions possibles en la matière. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et je voulais vous remercier également pour votre invitation à participer donc à ce webinaire sur la qualité de l'air intérieur. Donc, j'ai donc 20 minutes pour vous parler de la qualité de l'air intérieur dans les établissements de santé. Comme vous le savez peut-être, hein, ces dernières années, hein, la question de la qualité de l'air intérieur est devenue un enjeu majeur de santé publique. Selon l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, hein, nous passons en moyenne entre 70 et 90% de notre temps dans les espaces clos ou les espaces semi-clos, dans lesquels se trouve un certain nombre de sources et de polluants donc, auxquels on peut être exposé. Euh, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, hein, il y a des enjeux donc à la fois sanitaires mais aussi économiques. Hein. Le coût, hein, de la qualité de l'air intérieur en France par an est estimé aujourd'hui à 19 milliards d'euros. Alors, j'essaie d'avancer. Voilà, donc, un petit problème de diapositive. Donc, qualité de l'air intérieur, hein, de quoi parle-t-on? Donc, si on s'intéresse à la qualité de l'air intérieur, on va d'abord s'intéresser donc au milieu de vie, hein, donc qui sont les espaces clos et semi-clos que je viens d'indiquer, hein, qui sont l'habitat, les bureaux, les écoles, les crèches, les lieux de loisirs, les moyens de transport également, hein, comme le métro, l'avion, la voiture, mais également donc, tous les établissements recevant du public et en l'occurrence donc, les établissements de santé. On va s'intéresser également, donc, quand on regarde du côté des sources et des polluants, donc, aux polluants chimiques, hein, donc, mais pas uniquement, également aux contaminants biologiques, hein, qui sont par exemple les moisissures, les acariens, les virus. Hein, on a beaucoup évoqué au travers la question du Covid, hein, la qualité de l'air intérieur, et également donc, les agents physiques, hein, qui sont les particules, les fibres, mais également donc, les ondes électromagnétiques. Alors, si on a une approche par source, hein, on identifie en général 3 grandes sources, hein, de polluants, donc, en lien donc, avec la pollution extérieure, donc, le trafic routier, les émissions industrielles, l'agriculture. Hein, donc, ces polluants qui vont être émis par cette pollution extérieure peuvent pénétrer dans les bâtiments. On a une source issue des produits, des matériaux de construction, de décoration et d'ameublement, donc principalement des polluants chimiques, hein, qu'on appelle les composés organiques volatiles, hein, que l'on peut retrouver dans l'air, mais ça peut être aussi des particules ou des fibres minérales, hein, qu'on peut également retrouver dans les environnements intérieurs. Et puis la troisième grande source, hein, c'est vous-même, hein, c'est les personnes qui vont bricoler, si elles fument chez elles, si elles utilisent des produits d'entretien ou de nettoyage qui contiennent donc des composés chimiques, hein, donc on va les retrouver dans ces environnements intérieurs. Alors ici, je ne vais pas détailler, hein, la diapositive, mais vous avez une synthèse, alors qui n'est pas non plus exhaustive, mais une synthèse
des différents polluants que l'on va retrouver dans l'environnement intérieur. Donc, vous trouvez les polluants industriels et automobiles qui vont venir de l'extérieur, les polluants agricoles, les pollens. Et puis, à l'intérieur, donc on a les polluants issus des matériaux de construction, des produits qu'on va utiliser pour le nettoyage ou pour l'entretien du bâtiment. Alors, quels sont les risques pour notre santé? Donc, on va d'abord étudier les différentes voies d'exposition. Donc, on va bien noter la voie d'exposition pré-. Monsieur Blanchard, il y a quelques mais pas la seule. Excusez-moi, Monsieur Blanchard, il y a quelques micro-coupures. Je ne sais pas si c'est partagé par tout le monde ou si c'est juste moi. Je vais peut-être couper la caméra, peut-être. La caméra. Alors, je vais arrêter la vidéo. Voilà. Du coup, là, c'est coupé la vidéo? Là, on voit votre diaporama, c'est parfait. D'accord. Vous me dites, effectivement, tout à l'heure, j'avais également ces micro-coupures en introduction. Donc, alors, on a l'ingestion, la deuxième voie d'exposition, l'ingestion de poussière déposée au sol, ou la succion d'objets également qui va concerner en particulier les jeunes enfants avec un comportement main-bouche et une pathologie, par exemple en lien avec le saturnisme. Là, voilà. On a également la troisième voie qui est moins explorée, qui est celle du contact cutané et qui est peut-être également aujourd'hui sous-évaluée. Alors, quels sont les effets sur la santé qui vont être associés à ces expositions? Les effets vont être de nature et de gravité différentes. Donc, on va avoir des effets qu'on appelle aigus ou des effets chroniques. Alors, les effets aigus, ce sont les effets liés donc, à des courtes expositions, mais à des concentrations importantes qui vont être observées dans les bâtiments, qui vont se manifester principalement par des symptômes d'irritation, mais qui peuvent aller jusqu'à une intoxication sévère, voire jusqu'à la mort dans le cas du monoxyde de carbone. Les effets de conditions de longue durée, qui peuvent être de plusieurs années, mais à des concentrations plus faibles. Et là, on va retrouver principalement les pathologies respiratoires qui peuvent être parfois également neurologiques. On peut avoir des effets cancérigènes, des atteintes à la fertilité ou sur le développement ou des troubles de l'apprentissage suite à une exposition à des polluants suspectés ou avérés être des perturbateurs endocriniens. Certains groupes de population vont être particulièrement sensibles donc, à la pollution de l'intérieur. C'est principalement les enfants, les personnes âgées ou les personnes allergiques ou immunodéprimées. Alors, comment améliorer la qualité de notre air intérieur? C'est d'abord du bon sens. Donc, on va essayer d'éliminer les sources, toutes les sources possibles. Donc, on a parlé des sources de combustion, mais aussi on va éliminer, si on peut, donc les produits d'entretien ou de nettoyage qui contiennent des substances chimiques. Lors de la construction, on va sélectionner les matériaux les moins émissifs en composés organiques volatiles. Aujourd'hui, on a une réglementation sur l'étiquetage des matériaux donc en termes d'émissions de COV. Donc, on va favoriser les matériaux les moins émissifs. Parfois, par contre, on est obligé de passer par des phases de travaux, d'aménagement. Par exemple, pour l'amiante, si on constate des environnements dégradés avec des matériaux contenant de l'amiante, on est obligé de passer par une phase d'enlèvement. Et puis, bien sûr, on va surtout aérer et surtout contrôler la ventilation, donc, parce qu'on évoque la question de la qualité de l'air intérieur. Et parfois, donc, on passe aussi par de l'information auprès du public. Alors, la ventilation, effectivement, c'est quelque chose de capital. Donc, ici, ce graphique vous montre que
plus on augmente le taux de renouvellement d'air dans une pièce, hein, donc là, c'est la courbe verte où on est sur un modèle 5 volumes heure hein, de renouvellement dans la pièce, on voit tout de suite que ça va avoir une incidence sur les concentrations donc en polluant dans la pièce. Ici, c'est l'exemple d'un éther de glycol qui a servi à ce test, et on voit que plus on augmente ce taux de renouvellement, plus la concentration va diminuer et va être plus faible. Alors, on peut utiliser aussi des indicateurs de confinement, hein, donc on va mesurer en continu tous les 10 minutes la concentration en dioxyde de carbone, surtout utilisé dans les écoles hein, pour contrôler le confinement des bâtiments, qui ont été utilisés aussi pendant la période Covid. On a également la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les épurateurs d'air intérieur. Alors, l'ANSES, hein, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a rendu une expertise en 2017 hein, sur l'utilisation de ces épurateurs d'air. Mais dans son expertise, l'ANSES soulignait que les données scientifiques aujourd'hui ne permettent pas de démontrer l'efficacité hein, de ces appareils et surtout l'innocuité, hein, donc en conditions réelles d'utilisation. Elle recommande d'ailleurs de mettre en place une certification de ces dispositifs d'épuration de l'air intérieur. Alors, d'un point de vue réglementaire, on a donc la loi Grenelle hein, du 12 juillet 2010 qui rend obligatoire la surveillance de la qualité de l'air dans un certain nombre d'établissements recevant du public. Alors, le dispositif a évolué donc, à partir du 1er janvier hein, de cette année, donc avec deux nouveaux décrets hein, donc, qui modifient le Code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de l'air et qui modifie également le cadre hein, de la surveillance de la qualité de l'air dans les ERP. Alors, donc, ce dispositif, il a évolué en tenant compte hein, du retour d'expérience hein, de l'ancien dispositif qui avait été mis en place hein, depuis 2018. Donc, le nouveau dispositif réglementaire, donc, qui est à droite, donc en vert hein, sur la diapositive, donc, on a 4 obligations, hein, donc c'est ce qui change hein, par rapport un peu à l'ancien dispositif, c'est qu'on a une évaluation annuelle des moyens d'aération qui inclut aujourd'hui la mesure en lecture directe hein, de la concentration en dioxyde de carbone hein, dans les lieux de vie. C'est une évolution par rapport à l'ancien dispositif. On a toujours un autodiagnostic hein, de la qualité de l'air qui doit être réalisé tous les 4 ans. Et obligation de réaliser des campagnes de mesure hein, donc, à chaque étape clé de la vie du bâtiment. Les campagnes de mesure doivent être réalisées d'ailleurs par un organisme accrédité et tout cela doit conduire vers un plan d'action dont l'objectif va être d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc, évaluation annuelle des moyens d'aération, donc on va vérifier l'accessibilité des ouvrants, on va examiner les dispositifs de ventilation et on a donc cette mesure à lecture directe de la concentration. On va identifier les réductions, on va identifier et réduire les sources d'émissions, on va entretenir les systèmes de ventilation et tout ça dans une optique de diminuer les expositions des occupants. Et puis, les campagnes de mesure vont concerner donc, des prélèvements donc, de mesure in situ hein, et avec des analyses différées donc, en laboratoire. Et les polluants réglementés, donc, on en a 2. Hein, donc c'est 2 polluants chimiques qui sont le formaldéhyde et le benzène, plus le CO2 hein, pour la mesure de confinement. Et tout ça donc, va conduire ensuite vers un plan d'action hein, qui va être régulièrement donc, actualisé. Alors, rapidement, donc les étapes clés hein, dans les bâtiments, vous voyez, ils ont été découpés en 3 grands volets. Hein, le gros œuvre hein, qui va concerner le neuf et la réhabilitation, les petits et moyens travaux et les actions sur les locaux. Et tout ça va conduire plus ou moins à des mesures obligatoires qui vont être fixées à partir d'un seuil de déclenchement. Bon, je vous passe le détail, tout ça est bien documenté aujourd'hui
dans un guide que vous pouvez, pour les personnes qui vont être concernées par cette réglementation, que vous pouvez donc aller voir et télécharger sur le site du ministère. Alors, les établissements concernés donc, au 1er janvier 2023, donc c'est les établissements d'accueil des collectifs des enfants de moins de 6 ans, les établissements d'enseignement et les accueils de loisirs. Et donc, vous voyez, à partir du 1er janvier 2025, les structures sociales et médico-sociales et les structures de soins de longue durée, donc qui vont être rattachées aux établissements de santé, donc vont être soumis donc à cette à ce nouveau dispositif et à cette réglementation. Alors pour terminer donc ma présentation, je voulais revenir sur une étude que nous avons menée dans les établissements donc, hospitaliers. Donc c'est l'étude KEOSP, donc qualité de l'air intérieur dans les établissements hospitaliers. Donc c'est un rapport qu'on a rendu dans le cadre d'un projet financé par l'ADEME donc en 2018. On a réalisé des mesures dans 2 établissements, donc à Rennes et à Nancy, de CHU, donc sur différentes périodes, donc en été et en hiver, dans différentes salles de prélèvement, donc hall d'accueil, soins infirmiers, chambre de patients, salle de réveil, salle de plâtre, unité de désinfection et laboratoire. Donc ici, vous avez le matériel qui a servi donc au prélèvement et aux analyses. Donc, il nous fallait donc un matériel qui soit le moins encombrant possible et surtout le plus silencieux possible également pour intervenir dans ces établissements. Donc, on a réalisé des analyses et des prélèvements sur différents composés que je ne veux pas détailler ici, mais des aldéhydes, des COV, des composés organiques semi-volatiles également, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui regroupent les familles des pesticides, des phtalates, entre autres, des mesures de particules fines, et puis également une surveillance des contaminants microbiologiques. Alors, ce qu'on a observé lorsqu'on regarde les résultats de ces mesures, c'est que dans ces établissements, on a observé un mélange complexe de composés organiques volatiles qui était peu différent lorsqu'on a comparé les 2 établissements. On avait les mêmes ordres de grandeur. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des concentrations qui sont moins élevées que dans les logements par rapport à des campagnes qu'on a pu réaliser donc, à l'UHESP. La principale raison, c'est qu'on a des taux de renouvellement qui sont beaucoup plus importants, on a une ventilation qui est beaucoup plus importante dans les établissements, enfin au moins ceux qui ont servi pour ces campagnes de mesure, que dans les logements. Ce qui explique qu'on a certainement une dilution beaucoup plus importante et qu'on trouve les concentrations à des niveaux plus faibles. Vous voyez, par exemple, le formaldéhyde que l'on a ici ne dépasse pas 5 microgrammes par mètre cube, alors que dans les logements, la médiane se situe aux alentours de 19-20 microgrammes par mètre cube. Donc, on a une concentration qui est 4 fois plus faible dans les établissements de santé. Par contre, ce qui ressort et ce qu'on n'avait pas observé dans les logements, c'est les alcools qui présentent les concentrations les plus élevées, notamment l'éthanol, avec une médiane à 246 microgrammes par mètre cube, du fait d'une utilisation importante des solutions hydroalcooliques, qui va dépendre aussi du taux de renouvellement d'air et du nombre de personnes. Plus on a de personnes à utiliser effectivement ces solutions, on a observé des concentrations plus fortes. Et donc, on était avant la période du Covid, vous l'aviez certainement observé. Donc, on peut imaginer peut-être qu'aujourd'hui, si on refaisait ces campagnes de mesure, on aurait peut-être des niveaux plus importants. La recommandation qu'on proposait dans cette étude, c'est d'implanter ces distributeurs de solutions hydroalcooliques dans des endroits bien ventilés et facilement accessibles, de façon à faire diminuer les niveaux de concentration.
D'autres composés comme le limonène qui sont utilisés pour une odeur rafraîchissante et son action dissolvante dans les produits qui ont été observés aussi. Les aldéhydes, et notamment le formaldéhyde, qui sont utilisés dans les méthodes de construction et d'ameublement ou dans les produits d'entretien, mais je crois qu'on va en reparler dans les présentations suivantes. Les concentrations, je vous l'ai dit, étaient plus faibles que dans les logements, mais en termes de recommandations, on était plutôt sur une démarche de développement durable et de réduction à la source au moment de l'élaboration du cahier des charges. Alors, on a des solvants laboratoires comme le toluène et l'éther également qui ont été observés à Nancy ou à Rennes, avec des différences selon les usages. Et là, pareil, donc, en termes de recommandations, on était sur une politique de remplacement de ces composés qui sont potentiellement dangereux par des substances alternatives moins toxiques. Et puis, un dernier point sur les particules. On s'est intéressé notamment aux particules dans la salle de découpe de plâtre, avec des niveaux qui pouvaient être assez importants sur Nancy, si on arrivait aux 20 microgrammes par mètre cube. Et dans les recommandations, on proposait de mettre en place des équipements spécifiques comme une scie à aspiration pour la découpe de plâtre. Tout ça doit être accompagné évidemment dans une organisation de l'espace de travail et toujours favoriser la ventilation, une ventilation efficace plutôt qu'un recours à l'usage de protection individuelle. Alors en conclusion, l'éthanol, c'est le composé qu'on a rencontré aux concentrations les plus importantes, mais qui reste quand même très inférieur aux valeurs limites d'exposition professionnelle. Les concentrations mesurées dans le cadre de cette étude sont de toute façon en général très inférieures donc à ces VLEP, voire même inférieures aux valeurs guides de l'air intérieur qui sont proposées par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Donc, on constate quand même qu'on a une inquiétude plutôt basse par rapport à cette campagne de mesure en termes d'exposition à la qualité de l'air intérieur, avec cependant des interrogations sur les expositions individuelles à court terme et ponctuelles pour les solutions hydroalcooliques qui n'ont pas été mesurées dans le cadre de cette étude, avec peut-être également des besoins d'investigation complémentaires, avec d'autres polluants qui ont été identifiés comme les ammoniums quaternaires qui sont utilisés comme désinfectants, ou les gaz d'anesthésiant, ou le protoxyde d'azote qui peut être utilisé en dermatologie, mais qui n'ont pas été mesurés dans le cadre de cette étude. Et puis, des investigations également complémentaires dans des locaux, peut-être avec à autre activité, notamment pour le formaldéhyde et le solvant qui peuvent être utilisés donc, en anatomopathologie. Donc voilà, pour terminer, n'oubliez pas d'aérer de manière à bien renouveler l'air intérieur et réduire la concentration des polluants dans les bâtiments. Donc, je vous remercie pour votre attention et donc je m'arrête le partage. Merci beaucoup, Monsieur Blanchard, pour cette présentation à la fois des enjeux, des différentes sources de pollution et puis de ces procédures de surveillance et de contrôle de la qualité de l'air intérieur. Et puis, vous avez déjà dressé un certain nombre de recommandations, de bonnes pratiques finalement, certaines relevant du bon sens et d'autres méritant effectivement d'être davantage déployés et nécessitant parfois des équipements spécifiques. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, vous avez évoqué à l'instant le formaldéhyde qui est connu sous le nom du formol, tout simplement. Et c'est vrai que la démarche prévention des risques associée au formaldéhyde, finalement, il répond aux mêmes exigences que toutes les démarches de prévention
des risques chimiques. Et je voudrais maintenant remercier Fanny Auger, qui est coordinatrice du pôle éco-conception des produits et services et du pôle RD et méthodes chez Primum Non Nocere, d'avoir accepté de nous présenter justement les alternatives potentielles au formaldéhyde. Et Fanny, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc en effet, je vais avoir 20 minutes pour vous parler du sujet, faire un focus sur le formol ou le formaldéhyde. C'est exactement la même molécule, donc parfois on est plus sensibilisé au potentiel danger du formaldéhyde, mais le formol, c'est exactement la même chose. Dans un premier temps, je vais vous parler du contexte et de l'exposition dans les établissements de santé parce qu'elle est en fait parfois méconnue. On a fait dans le cadre d'un accompagnement, on a fait une petite enquête en 2019 auprès de 12 maternités de la région Pays de la Loire pour leur demander si le formol était sécurisé dans leurs établissements, dans les maternités. Et vous voyez, les réponses, c'est sur ce graphique-là en haut à gauche. Et donc, il y avait une seule des 12 maternités qui avait sécurisé le formol, alors que, vous le voyez ici, ce sont les phrases de risque issues de la réglementation européenne. Donc, en effet, il est toxique par injection, toxique par contact cutané, toxique par inhalation, provoque des brûlures de la peau et des yeux, une allergie cutanée, mais surtout est susceptible d'induire des anomalies génétiques et peut provoquer le cancer. Et à ce titre-là qu'on s'y intéresse fortement et vous verrez que toutes les solutions existent. Concrètement, comment est utilisé le formol? Dans quel cas on l'utilise dans les services, dans les établissements de santé? Il est principalement utilisé au bloc opératoire ou en consultation pour récupérer des échantillons tissulaires ou des pièces anatomiques, les fixer, les conserver avant envoi au laboratoire d'anatomopathologie. Et donc, la solution de formol, c'est de l'eau et 4% de formaldéhyde dedans. Et donc voilà concrètement les photos que les établissements nous ont envoyées, qu'on a prises sur site. Donc vous voyez qu'on s'est manipulé parfois, c'est une armoire en plein milieu du bloc opératoire, sans bac de rétention, avec des seaux que l'on ouvre et que l'on remplit, parfois avec des gants, parfois sans gants, parfois avec un masque, parfois sans. En tout cas, pas de protection appropriée, pas de hotte, et vous allez voir tout à l'heure ce qu'il faudrait mettre en place. Le formol étant, je vous l'ai dit tout à l'heure, une molécule qu'on appelle CMR, donc susceptible de provoquer le cancer, mutagène et reprotoxique, il y a une obligation de la part de l'employeur de mettre en place des démarches pour le supprimer ou du moins le réduire. Et dans cette réglementation, il est indiqué que l'employeur doit faire les démarches et justifier avec un argumentaire technique, pas financier, technique, qu'il a réussi ou non à supprimer dans un premier temps, sinon substituer et sinon réduire. Et donc, c'est toute la démarche que je vais vous présenter par la suite est donc en fait obligatoire et doit être inscrite dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, je vais tout de suite passer maintenant aux solutions. Et donc, je viens de vous l'exposer. Il y en a de 3 sortes. On commence tout d'abord par les solutions de suppression, qui sont l'idéal, et on doit commencer par ces solutions-là. Ensuite, les solutions de substitution. Et enfin, les solutions de réduction. Alors, pour la suppression, en fait, je vais vous présenter ce qui est issu d'un rapport de l'ANSES de 2019 qui a, comme le formol est cancérigène, l'État a commandité à l'ANSES une étude pour savoir comment on peut le substituer. Il y en a une qui a été faite sur les activités hospitalières et donc c'est un rapport totalement public et vous avez le lien dans la présentation. Donc, ce que je vais faire, c'est uniquement vulgariser les résultats pour vous les présenter. Donc, au niveau méthodologique, ce qu'ils ont fait, je vais juste vous présenter ce qui est fait dans les services. Je ne vais pas parler aujourd'hui de ce qui est possible de faire en anatomopathologie, mais uniquement dans les services bloc et mater. Donc, dans les services bloc et mater, ils ont étudié les différentes possibilités de suppression. Et donc, pour pouvoir être retenues et étudiées, il fallait qu'elles aient bien évidemment des capacités techniques équivalentes ou supérieures au formol, que ça fasse toujours le travail de conservation des pièces anatomiques, que ça ne soit pas interdit par la réglementation et bien sûr moins dangereux que le formol. Et donc, 3 procédés ont été retenus. Le transfert de la pièce fraîche directement au laboratoire à température ambiante. La mise de la pièce fraîche à 4 degrés dans une glacière pour l'envoi au laboratoire et puis la mise sous vide
couplé à la mise à 4 degrés avant envoi au laboratoire. Et donc, du coup, les conclusions sur ces différentes analyses, c'est que si vous voulez envoyer la pièce à température ambiante directement au laboratoire, finalement, c'est la solution idéale quand le laboratoire est sur place. Mais par contre, on a 1 heure entre le prélèvement et l'arrivée au laboratoire. Donc, c'est une contrainte technique assez importante. En revanche, la conservation est tout aussi équivalente. Si on la met à 4 degrés, pareil, la conservation est équivalente, voire meilleure. En revanche, cette fois-ci, on double le temps de transport, c'est-à-dire qu'on a 2 heures entre le moment où on prélève et le moment où la pièce arrive à 4 degrés au laboratoire. Et enfin, la mise sous vide donc, ne détériore pas les tissus, au contraire, les préserve également. Et donc, la technologie de mise sous vide couplée au froid, cette fois-ci, nous permet d'avoir 72 heures entre le moment où on prélève et l'arrivée au laboratoire. Donc, ce qui est à retenir, c'est ce fameux temps d'ischémie, qui est un facteur clé et essentiel dans la recherche d'alternatives au formol. Donc, c'est le temps entre le prélèvement et l'arrivée au laboratoire. Et donc, en envoi direct, on a 1 heure. En envoi à 4 degrés, 2 heures. Et mise sous vide et 4 degrés, 72 heures. Et donc là, vous commencez tout de suite à voir que si on n'a pas le laboratoire sur place, les 2 premières solutions sont assez compliquées à mettre en œuvre. Et donc, l'ANSES a évalué les différentes alternatives et donc a distingué très justement les établissements qui ont un laboratoire sur site, donc vous retrouvez le tableau à gauche, les établissements qui n'ont pas de laboratoire sur site et qui doivent l'envoyer à l'extérieur. Et à chaque fois, sur les ils ont regardé dans les différentes colonnes le formol et les 3 alternatives présentées, et au niveau des lignes, les différents paramètres étudiés. Et donc, vous voyez que sur les capacités techniques, on est toujours meilleur avec les alternatives sans formol que le formol, c'est-à-dire que ça conserve mieux. Par contre, sur le danger, en effet, comme on supprime le danger, on n'a plus du tout de risque sur les alternatives au formol comparées au formol. Les conditions d'exposition, c'est un petit peu la même chose. Et en revanche, il y a un coût beaucoup plus élevé. En tout cas, l'ANSES a trouvé qu'il y avait un coût beaucoup plus élevé pour la mise sous vide et envoi à 4 degrés. Donc ça, c'est pour les laboratoires, quand le laboratoire est sur site. Et pareil, quand le laboratoire est hors site, avec le fait de transférer la pièce directement ou à 4 degrés, qui est plus cher, mais honnêtement, ça paraît même techniquement un peu irréalisable d'avoir des navettes qui partent toutes les 2 heures pour respecter ces délais-là. Donc, on peut complètement les effacer. Donc, en fait, tous les paramètres seraient ouverts, sauf le coût. Donc, on a été un petit peu creusé ce qu'il y avait derrière ce coût. Et donc, là, c'est le tableau de l'ANSES qui a fait les calculs pour déterminer les coûts pour un laboratoire sur site. Et donc, vous voyez qu'ils ont calculé pour le formaldéhyde, pour la PHP, donc ils n'ont pris qu'un seul établissement, c'était la PHP, un coût de 9 000 € par an, alors que sous vide, on serait à 26 000 € par an. Le problème, c'est qu'il y a un biais dans cette étude, puisqu'ils ont comparé 2 choses qui ne sont pas comparables. En effet, dans le cas du formaldéhyde, ils ont comparé des petits flacons de 10 millilitres qui permettent de mettre les biopsies, et donc qui sont à 1 € le flacon, avec, pour la mise sous vide, des gros sacs plastiques à 2,50 € le sac plastique qui permettent de conserver des grosses pièces anatomiques. Et donc là, on compare 2 choses qui ne sont absolument pas comparables. Donc, on s'est permis de refaire les calculs. Donc, ça, ce sont les chiffres avec le laboratoire in situ. Pareil, on est au moins au double selon leurs estimations du coût. Donc, on s'est permis de refaire les calculs et surtout de faire un tableau. Alors, attendez, il faut que je repartage la bonne. Voilà. Ouais, on s'est permis de refaire les calculs et de faire un tableau adaptable à chaque établissement, c'est-à-dire que l'établissement il y a un certain nombre de paramètres pré-remplis, mais ils peuvent les changer s'ils veulent. Et surtout, ils vont pouvoir rentrer, donc c'est valable que pour les grosses pièces anatomiques, ils vont pouvoir rentrer la quantité de seaux de formol qu'ils utilisent par an. Par exemple, les maternités, elles utilisent beaucoup de seaux de 3 litres pour les placentas.
et d'autres services vont avoir, selon leurs activités, des volumes différents. Et en fonction de ce qui rentre comme paramètre d'utilisation, qui est propre à l'établissement et qui n'est pas sur les valeurs et les prix de la PHM, on va pouvoir avoir dans l'onglet « Résultats » les coûts adaptés et personnalisés pour l'établissement. Donc, vous avez ici les différents cas de figure. Donc, un seau vide que l'on remplit de formol. Dans ce cas-là, on prend le coût du seau vide plus le coût du formol. Un seau pré-rempli de formol, c'est-à-dire que le formol est déjà dedans. Au moment où on l'ouvre, on met la pièce anatomique, ça évite le déversement. Un transfert direct, donc sans formol directement. Un transfert à 4 degrés avec l'achat d'une glacière. Et puis, la mise sous vide avec l'achat de la machine qui coûte à peu près 17 000 € amorti sur 7 ans, plus l'achat des sacs qui coûtent 2,50 € à chaque utilisation. Et vous voyez que finalement, selon les cas, on peut se retrouver plus cher ou pas forcément. J'avais regardé certains cas, par exemple, sur des cas de maternité, où ce n'était pas forcément beaucoup plus cher sur les différents enjeux. Donc, ce tableau-là, c'est pour vous dire que ça vaut le coup de refaire les différents calculs selon ce que l'on a actuellement et selon ce vers quoi on voudrait basculer, parce que la conclusion qui était affichée que ça coûte plus cher n'est pas forcément vraie. Il faut faire un calcul en coût global. Et petite limite, sur ce calcul-là, on n'a pas intégré les coûts des équipements de protection qui seraient nécessaires. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il faudrait mettre en œuvre idéalement. Et on n'a pas non plus intégré les coûts de stockage du formol, de manipulation et toute la logistique liée au formol. Alors, je vais repasser sur le diaporama. Voilà. Donc, en conclusion, sur la suppression, il y a 3 méthodes. Température ambiante 4 degrés, mise sous vide et 4 degrés. Les paramètres décisifs, ce sont la présence du laboratoire sur site ou pas et la distance entre l'établissement et le laboratoire. La permanence du laboratoire, est-ce que le laboratoire peut prendre les échantillons le week-end ou pas? Et puis, le nombre de prélèvements pour savoir si l'investissement dans une machine de mise sous vide sera amorti ou pas. Si aucune de ces solutions ne convient techniquement, et encore une fois, ce n'est pas financièrement, c'est techniquement, alors il faut passer aux solutions de substitution, c'est-à-dire remplacer le formol par un autre fixateur. Et pour ça, donc, toujours sur l'étude de l'ANSES, il existe 58, en tout cas en 2019, il existait 58 substituts potentiels, 12 ont pu être évalués, vous avez les noms ici. Quand ils ont étudié les capacités techniques suffisantes, 4 ont été éliminés. Quand ils ont regardé la dangerosité, 4 autres ont été éliminés. Et la présence sur le marché, 2 autres encore ont été éliminés. Donc finalement, on se retrouve avec 2 potentiels candidats, le FineFX et le RCL2. Si on regarde le même tableau que tout à l'heure, donc on retrouve les 4 derniers, mais on va se concentrer sur les 2 colonnes du milieu, le FineFX et le RCL2. Sur les capacités techniques, on est un peu moins bon, c'est-à-dire que la performance de conservation sur ces 2 alternatives est moins bonne que le formol. En revanche, sur l'aspect danger, on est meilleur puisque ces solvants-là sont à base d'éthanol, donc ne sont pas cancérigènes, par contre, sont inflammables, impliquent d'autres dangers, mais que l'on peut gérer. Sur le volet coût, ils estiment que le FineFX n'est pas plus cher et que le RCL2, en revanche, lui, est plus cher. Dans les détails, le formol, en 2019, en tout cas, il était à peu près 2 € le litre, le FineFX 4,3 et en effet, le RCL2, 16 € le litre. Donc, il est beaucoup plus cher. En revanche, il y a un critère technique à prendre en compte, qui est que les laboratoires, quand ils changent de fixateur, doivent revoir l'ensemble de leurs techniques d'analyse, c'est-à-dire qu'ils ont des techniques d'analyse et d'évaluation qui est basée sur le formol, et actuellement, il n'existe pas les mêmes standards sur le FineFX et le RCL2. Donc, en fait, ce n'est pas possible techniquement de passer là-dessus. C'est au laboratoire et à la profession de se saisir du sujet pour faire des nouveaux standards, pour protéger leurs salariés et passer sur des fixateurs moins dangereux. Donc, sur les substitutions, en résumé, beaucoup d'options écartées par manque de données. Il existe quand même 2 alternatives qui seraient viables parce que moins toxiques,
mais en revanche, elles sont moins performantes et plus chères. Je vous ai mis les 2 manuels et les 2 liens vers ces solutions ici. Et donc, si aucune solution ne convient, et en effet, c'est très souvent le cas, il faut également le justifier techniquement et passer sur les solutions de réduction. Au niveau des solutions de réduction, donc la première, la meilleure, est, donc là, on va conserver le formol, mais on va faire en sorte que les professionnels ne soient pas du tout en contact avec la molécule. Donc, pour les petites pièces anatomiques de biopsie, etc., il existe 2 dispositifs où le principe est globalement le même. On a un pot vide, le formol est dans le bouchon. Au moment où on met la biopsie, le flacon est vide et puis quand on referme, on tire une languette, on appuie sur le bouchon et le formol se déverse. Le soignant n'est pas du tout en contact. Au niveau des grosses pièces anatomiques, il existe des machines, donc vous avez des différentes références et les photos ici, qui permettent de remplir. On met la pièce anatomique, elles remplissent de formol et elles mettent le bouchon, le couvercle sur le seau. Donc là, pareil, pas de contact. Ensuite, solution un tout petit peu moins bien, et là, on arrive vraiment dans ce qui est fait classiquement. Quand les établissements pensent qu'ils ont réglé le problème, c'est qu'ils ont mis en place ces solutions-là, mais on voit bien qu'on n'a pas été dans l'ordre dans lesquels les solutions devraient être traitées. Donc, il existe des distributeurs de formol, un petit peu comme des fontaines à eau, mais avec du formol, qui ne remettent pas le couvercle, mais qui permettent de ne pas transvaser à la main. Et il existe des pots pré-remplis, c'est-à-dire que les pots, le formol est déjà à l'intérieur et le soignant ouvre, dépose la pièce et referme. Vous comprenez bien que dans ces 2 cas-là, on évite peut-être le transvasement, mais on a des émanations dans l'air et le personnel est en contact avec le formol, en tout cas par inhalation. Ensuite, au niveau des protections collectives, il faut absolument avoir une hotte avec une aspiration globale et surtout pas de recyclage, bien sûr, avec une extraction à l'extérieur. Donc ça, on commence à en voir dans les établissements de santé, un petit peu. Et au niveau des protections individuelles, donc ça, c'est ce qui est réglementairement ce qu'il faut mettre pour protéger les salariés. Et si vous faites le lien avec les photos que je vous ai montrées au début, on n'y est pas du tout. Donc, il faut des gants longs et en nitrile, puisque le vinyle est poreux au formol. Il faut des lunettes de protection ou un masque avec une visière. Il faut un masque de protection chimique à cartouche. Un masque chirurgical ne convient pas. Un tablier de protection et des sabots fermés. Et donc ça, quand je vous ai montré tout à l'heure le coût global, je n'ai pas inclus tous ces équipements de protection-là sur la version formol, puisqu'actuellement, de toute façon, ils ne sont pas en place. Donc en conclusion, sur la réduction, on a une obligation finalement de mettre en place ces équipements, ces protections, si aucune des solutions précédentes n'a pu être mise en place. C'est vraiment la solution de dernier recours et il faut bien évaluer la comparaison en coût global de mettre en place tous ces équipements obligatoires comparé à l'investissement dans une solution de suppression du formol. Et encore une fois, c'est vraiment à prendre dans l'ordre dans lequel je vous ai présenté et pas l'inverse qui est souvent vu dans les établissements de santé. Donc, en conclusion globale, la démarche de recherche du formol est obligatoire. Elle doit suivre un ordre précis et le refus de chaque étape doit être justifié techniquement, suppression, substitution, réduction. Il n'y a pas de solution miracle, c'est vraiment à voir au cas par cas selon la situation de chaque établissement. Il faut bien évaluer le coût de sécurisation et l'intégrer dans le DERP. Cette diapo-là, je vous ai présenté tout au début, on avait fait le constat sur 12 maternités, une seule avait sécurisé la manipulation du formol en les sensibilisant, uniquement en les sensibilisant, sans aide financière. Elles ont, au bout d'1 an, été 9 sur 12 à avoir sécurisé la manipulation du formol, puisqu'elles ont pu, dans la majeure partie des cas, transférer de manière directe ou avec la mise sous vide. Vous avez ici aussi un retour d'expérience du CH de La Rochelle qui a mis en place les petits pots de prélèvement pour les biopsies avec le formol à l'intérieur du flacon et l'envoi des pièces anatomiques directement au laboratoire pour les grosses pièces anatomiques. On s'aperçoit aussi que les CARSAT prennent à corps le sujet.
puisqu'elle proposait des aides financières et techniques. Certains établissements ont pu en bénéficier. Et aussi, elles ont pu faire des contrôles et on a eu des premiers établissements qui ont été rappelés à l'ordre par la CARSAT sur leur mauvaise sécurisation du formol. Elles sont également en capacité d'apporter des aides méthodologiques. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup, Fanny, pour cette présentation très riche et qui est claire finalement sur la priorité qui doit être donnée au sein des établissements concernant le formaldéhyde, c'est-à-dire la suppression ou la substitution, en tout cas par étape. Et peut-être en complément de votre présentation, hein, j'invite tous les participants à consulter le dossier complet aussi de l'INRS dédié au formaldéhyde qui est donc mise en ligne sur leur site internet. Alors, certains d'entre vous ont déjà commencé à poser des questions dans l'onglet Q&R, donc questions-réponses, et les différents intervenants pourront vous répondre au fil de l'eau aux questions posées. En tout cas, je les en remercie. Alors, dans le cadre des webinaires FHP, on s'attache toujours à vous proposer des retours d'expérience d'hôpitaux et cliniques privées. Parce que c'est vrai que donner à voir les actions, les bonnes pratiques développées au sein du secteur, bah, ça a une vertu essentielle, cette vertu de démontrer que le passage à l'action est possible. Et je vais donc maintenant donner la parole à Justine Alépée, qui est ingénieure en environnement chez Ramsay Santé. Merci beaucoup, Justine, d'avoir accepté de partager avec nous les actions que vous avez engagées en matière de maîtrise de qualité de l'air intérieur. Et du coup, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Marie-Claire. Merci pour l'invitation. Alors, effectivement, je vais vous partager mon écran. Hop, comme ça, ce sera plus clair pour tout le monde. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est parfait. Voilà, super. Alors, du coup, dans ma présentation, je commençais par évoquer... Attendez, je n'arrive pas à passer ma diapo. Ça commence. Alors... Sinon, vous pouvez revenir sans que ce soit en plein écran. Je pense qu'on je pense qu'on va faire comme ça parce que il n'a pas l'air coopératif. Voilà. Alors, je vais commencer du coup par la deuxième partie du diapo, puisqu'on est dans cette thématique-là, la suppression du formol. Donc, nous, c'est un projet qu'on est en train de mener actuellement. Alors, moi, mon périmètre d'action, c'est 10 établissements de santé sur la métropole lilloise, dont 7 établissements qui possèdent des blocs opératoires. On a un total de 78 blocs, donc avec une consommation de formol quand même assez importante sur nos établissements. En faisant le tour des blocs de manière récurrente, c'est vrai que nous n'étions pas satisfaits de la manière dont nous utilisions ce produit que nous savons assez nocif pour la santé et pour la qualité de l'air intérieur. Donc, il y a vraiment eu une volonté d'agir sur ce sujet. Effectivement, les photos présentées par Madame Auger juste avant sont assez représentatives de ce qu'on pouvait retrouver. Dans notre utilisation quotidienne, nous, on utilisait des petits pots pré-remplis pour les petites pièces et des seaux, effectivement, à remplir avec des plus gros bidons lorsqu'on avait des pièces de moyenne ou de grande taille. Donc, c'était assez... archaïque la manière d'utiliser ce produit, donc il nous a paru urgent d'agir sur cette thématique et effectivement n'ayant pas de laboratoire en interne, on a pris la décision de se diriger vers une solution de mise sous vide avec un maintien en température à 4 degrés comme le présentait Madame Auger précédemment. Donc, on a la chance d'avoir un laboratoire d'anapathologie qui a tout de suite accepté de nous suivre dans notre projet, qui a décidé d'investir massivement dans son process pour nous accompagner dans notre démarche. On est les premiers de leurs clients à avoir fait cette demande, mais on est loin d'être les derniers depuis. Il y a eu énormément de demandes d'autres établissements de la région qui nous ont rejoints depuis. Donc,
on va être pilote, mais loin d'être les seuls et les derniers sur ce projet-là, sur la région lilloise et Hauts-de-France de manière générale. Donc aujourd'hui, on a eu l'occasion de les rencontrer plusieurs fois, donc ce laboratoire, de voir quelles étaient leurs obligations à eux, nos contraintes à nous. On a pu échanger des différents systèmes à mettre en place dans nos établissements. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on en est à la phase de entre guillemets, études financières, puisqu'on sait ce que ça va nous coûter sur chaque établissement. Donc, je reviens sur les chiffres de Madame Auger également juste avant. Il faut compter environ 25 000 € pour la mise en place de démarrage sur un établissement, peu importe sa taille. Et c'est un peu une contrainte ici, c'est qu'un tout petit établissement devra investir la même somme qu'un très gros site, puisqu'il lui faudra de toute manière une machine de mise sous vide et un frigo pour investir dans ce projet. Et donc, on en est actuellement sur cette réflexion au niveau du projet, donc sur le financement, qui est un peu le frein premier pour nos établissements. En tout cas, on a pour notre part, en tout cas, pas la contrainte des consommables. Je pense notamment au sac de mise sous vide qu'on évoquait tout à l'heure, puisque jusqu'ici, c'est notre laboratoire d'anapathologie qui nous fournissait les petits contenants pré-remplis pour nos pièces. Donc, ce sera eux qui garderont la charge de nous fournir les petits sacs de mise sous vide, mais également les petits flacons qu'on a vus tout à l'heure à percuter pour les toutes petites pièces, notamment pour les biopsies. Et dans ces cas-là, ce sont eux qui auront la charge de cet achat. Donc voilà, nous, tout ça pour dire qu'on en est à la phase de financement du projet, mais qu'on compte bien y aller pour nos 7 établissements. Et donc, c'est la solution qui a été étudiée avec notre laboratoire. Donc, comme je vous le disais, il va falloir qu'on investisse dans une machine de mise sous vide, donc vous pouvez voir ici à l'écran, qui en soi ne prend pas énormément de place, mais qui va nous permettre par contre, avec un système d'étiquettes qui sont générées à chaque fois avec les données patients, de aussi travailler sur les sujets d'identito, et de permettre de toujours bien avoir un suivi parfait de nos pièces comme on peut l'avoir aujourd'hui. Et du coup, d'investir également dans des frigos avec des reports d'alarme de température, puisqu'on se doit de maintenir la pièce à 4 degrés, le temps qu'elle soit collectée par notre laboratoire, qui lui est en train de mettre en place un circuit de collecte des pièces réfrigérées, donc avec des véhicules réfrigérés. En journée, en semaine, ça ne pose pas forcément de problématique particulière puisqu'il passe 1 voire 2 fois par jour sur nos établissements. La réelle problématique et la raison pour laquelle il a fallu qu'on travaille sur ce sujet vraiment, c'est les week-ends et notamment les week-ends avec jours fériés qui peuvent aller du coup jusqu'à 72 heures. Donc là, il était vraiment important qu'on soit sûr de nos frigos, d'où le report d'alarme. On est même éventuellement en train de songer à un enregistrement des températures. Donc ça, voilà, c'est en cours de réflexion. Comme je vous le disais, la collecte des pièces devra se faire en réfrigéré également. Donc ça, ce sera à la charge du laboratoire. Et une fois arrivées au laboratoire d'anapathologie, ces pièces devront de toute manière être mises en formol, en tout cas pour les moyennes et grosses pièces qui ont été mises sous vide. Les petites qui sont dans les flacons à percuter sont, elles, déjà sous formol, donc aucun problème. Mais pour les moyennes et grosses pièces, il est important c'est obligatoire de toute façon de les remettre en formol une fois arrivées au laboratoire. Donc, une des contraintes à prendre en compte malgré tout, c'est un léger décalage dans la mise en formol et donc un petit décalage de quelques heures par rapport au temps nécessaire à la lecture des résultats. Donc, notre laboratoire estime à peu près une augmentation pour obtenir des résultats médicaux de 10% en étant très large. Donc voilà, c'est quelque chose quand même à savoir et à prendre en compte, puisqu'on ne met pas la pièce immédiatement sous formol. Il y aura quelques heures de décalage pour la lecture des résultats définitifs. Donc voilà la solution que nous avons retenue pour nos établissements et vers laquelle on est en train de tendre. Comme je vous disais,
deux réelles contraintes pour nous au démarrage. Ce sont l'investissement de base, au moins pour la première année, donc à l'investissement de démarrage, puisqu'après, il faudra juste inclure la maintenance. Mais ça reste une somme importante pour nos établissements, notamment pour les plus petits, en sachant qu'il existe des subventions de la CARSAT, mais qui sont, en tout cas, nous, quand on a fait qu'on s'est renseigné, on nous a dit que ce n'était pas accessible au privé, donc on ne pourra pas en bénéficier malheureusement. Donc c'est un peu le sujet actuel, en essayant de voir comment on pourrait optimiser ce budget, mais qui semble un peu incompressible. Faut compter un minimum 20 000 € pour la machine hors taxe au démarrage, plus le frigo. Donc voilà un peu la première contrainte. Et la deuxième contrainte pour nous, ce sont également comment je pourrais dire ça, le changement de pratique qui en soi pourra se faire, voilà, mais il faudra qu'on forme bien nos équipes, qu'on les accompagne bien dans ce changement. Donc nous, on a la chance encore une fois d'avoir un laboratoire qui nous accompagne et qui viendra sur place plusieurs fois pour former nos équipes, mais ça reste un point hyper important à prendre en compte dans la mise en place de ces nouveaux protocoles, parce qu'il est hors de question, bien évidemment, de perdre une pièce anatomique ou de la détériorer. Donc voilà pour ce qui est du projet du formol qu'on espère faire avancer rapidement là, sur la fin d'année 2023 et début d'année 2024. Il nous reste aussi une dernière contrainte que je n'ai pas encore évoquée, qui est la multiplicité des laboratoires. On a des établissements qui n'ont qu'un seul laboratoire d'anapathologie, et dans ces cas-là, c'est entre guillemets plus simple et on peut lancer le projet de manière rapide. Mais par contre, on a des établissements aussi qui travaillent avec 2 laboratoires, et dans ces cas-là, on ne peut pas changer les protocoles pour l'un et pas pour l'autre, ce qui complique un peu la tâche. Et donc, il faut avoir un travail d'uniformisation du process et des laboratoires pour avancer sur ce sujet-là. Donc voilà pour ce qui est du formol. Et on m'a également demandé de vous parler d'un second projet qu'on mène sur le pôle Lille Métropole, donc de Ramsay Santé, qui est le bio-nettoyage raisonné, donc qui agit également énormément sur la qualité de l'air intérieur de nos établissements, qui du coup a un impact aussi bien sur nos soignants, nos collaborateurs que sur nos patients. Donc il était important pour nous de travailler sur ce sujet-là. Donc, il y a eu toute une étape de test qui a été menée par le siège de Ramsay dans une clinique parisienne à Jacques-Cartier afin de s'assurer de la pertinence et de la qualité du bio-nettoyage raisonné avant de le déployer sur les différents établissements. Donc, cette étude a été un franc succès avec des résultats très bons. Il y a eu des tests microbiologiques réalisés sur plusieurs mois, des tests de brillance, des tests pour éviter les glissades, etc. Donc, il y a eu de très bons résultats qui sont sortis de cette étude à Paris. Et donc, on est en cours de déploiement, nous, sur le pôle Lille Métropole. On fait partie des premiers, du coup, à lancer la démarche. Entre juin, donc ça a démarré il y a quelques semaines, et septembre, nos 10 établissements auront déployé ce nouveau procédé qui consiste du coup à supprimer le produit chimique qui était à la base utilisé pour le nettoyage de nos sols et en le remplaçant par de l'eau et de la microfibre. En fait, c'est la microfibre qui vient remplacer l'impact chimique dans le bio-nettoyage. Et cela pour les sols de tous les services, hors ce que nous avons classé zone 4 chez Ramsay, qui sont donc les blocs opératoires. Donc, tous nos services hors bloc opératoire seront, à partir de la date de déploiement fixée, donc tous à partir de septembre, nettoyés à l'eau et à la microfibre, donc ce qui a déjà un impact assez
important sur la qualité de l'air intérieur. On a bien entendu formé toutes les équipes de bio-nettoyage, donc avec notre prestataire qui est Elior, nous, sur nos établissements. Ils ont tous été formés, ils ont tous été accompagnés également par leur siège à eux pour avoir les bonnes pratiques et les bons gestes avec cette nouvelle technique, pour les rassurer aussi, parce que, mine de rien, certains étaient un peu surpris de passer à un nettoyage sans chimie. Donc, on avait fait modifier tous les protocoles en relation avec nos hygiénistes et avec une validation de tous nos clins sur site pour faire valider l'ensemble des protocoles à tout le monde. On a déployé dans un premier temps sur une de nos maternités en avant-première, j'ai envie de dire, sur le pôle, parce qu'elle est dans une démarche de maternité éco-responsable, et donc c'était pertinent de travailler avec elle un peu plus tôt que les autres, mais en sachant très bien que les autres allaient suivre derrière. Et comme je vous le disais, l'ensemble de nos 10 établissements seront en place vis-à-vis de ce bio-nettoyage raisonné pour la fin septembre. Il y a une communication importante et une formation qui est également en cours auprès de nos soignants, parce que ça peut effectivement aussi interloquer certains de se dire qu'on ne nettoie plus les sols avec des produits chimiques comme c'était le cas depuis des années. Donc, on les accompagne, on les informe, on les rassure sur le nettoyage à l'eau. Donc, nos hygiénistes font un super travail là-dessus en passant dans les services. Et donc, il y a toute une démarche autour de ce nettoyage des sols sans chimie, mais qui ne nous paraissait pas forcément complète, si j'ai envie de dire, puisqu'on utilise toujours des produits pour tout ce qui est nettoyage de surface haute et tout ce qui est sanitaire, les salles de bain, entre autres. Et donc, il nous paraissait pertinent de travailler sur un deuxième point, en plus de ce nettoyage des sols sans chimie. Et donc, on a pris la décision également, toujours grâce à ces tests sur la clinique Jacques Cartier à Paris, de changer la totalité de la gamme de produits utilisés par notre prestataire. Et donc, on est passé sur une gamme à base végétale et enzymatique, plutôt qu'une gamme à base de chimie, pour toutes ces surfaces autres. Et donc, on a également, de la même manière, révisé nos protocoles d'entretien, que ce soit toujours du sanitaire, des surfaces, comme on a pu le faire pour le sol. Et on a également changé certaines centrales de dilution, puisque du coup, elles n'étaient plus forcément adaptées à ces nouveaux produits. Donc ça, on a travaillé avec notre prestataire pour changer ces centrales. Ça nous a permis aussi de supprimer les dernières bouteilles plastiques qui pouvaient éventuellement rester, malgré le fait qu'on ait déjà des centrales de dilution sur nos établissements. On a une nouvelle fois formé les équipes de notre prestataire, mais également les équipes soignantes sur ces nouveaux produits pour leur expliquer l'intérêt de ces changements. Et puis, on a décidé de tout déployer en même temps pour être cohérent dans notre démarche avec le nettoyage des sols sans chimie. Donc voilà, il y a les 2 projets majeurs qu'on a déployés sur nos établissements en termes de qualité de l'air intérieur: le bio-nettoyage raisonné et la suppression du formol. Merci beaucoup pour cette intervention, Justine, et ce premier retour d'expérience. Place maintenant au deuxième retour d'expérience avec Anne-Sophie Tillier, qui est directrice générale adjointe du centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale, et puis de Charlotte Breton également du centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale. Je vous ai demandé d'intervenir parce que vous avez notamment réalisé un diagnostic pour mesurer le taux de composés organiques volatiles, donc ces fameux COV. Et du coup, ce diagnostic vous a permis de mettre en place des actions correctives. Et du coup, je vous donne la parole et je vous remercie de cette intervention. Et vous allez nous en dire plus sur ce projet. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc Anne-Sophie Tillier. Donc, c'est vrai qu'on a la chance, nous, d'être accompagnés dans les Hauts-de-France grâce à l'ARS par Prima Non Serré. Donc, on était dans on a des soucis de passage Voilà. On était dans une démarche et on a eu un label RSE engagé
en 2019. On a avancé, bon, notre intégration au groupe Vivalto nous met dans une démarche différente qu'est l'entreprise à mission. On a poursuivi malgré tout ce maintien de niveau confirmé. Et ensuite, on se dit, bon, maintenant que ça avance, le THQSE a bien pris ses marques et le fait d'être accompagné par l'ARS, notamment pour les maternités co-responsables, on s'est dit, il faut vraiment que maintenant, on explore le côté environnemental non pas qu'on laissait de côté, mais qui était plus difficile pour nous à mettre en place, et toujours l'inquiétude de savoir le coût que ça pouvait engager derrière et ou de faire des mesures sans avoir d'action, puisqu'on pouvait être coincé par des démarches. Là, avec Primo Non Serré et l'ARS, on peut travailler davantage en mutualisant les moyens, et on a une belle étude de travailler, et puis un côté très positif qui montre que dans nos établissements, malgré tout, c'est vrai qu'on fait déjà beaucoup de choses et qu'il y a une cohérence et une facilité dans les actions à mettre en place que Charlotte va vous présenter. Alors, donc, je ne vais pas revenir sur cette partie-là, puisque M. Blanchard nous a bien expliqué en début de webinaire toute l'explication sur les COV. Voilà, je vais surtout vous expliquer comment on a réalisé notre diagnostic. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, effectivement, dans le cadre de notre accompagnement de maternité co-responsable avec le projet ARS, l'agence Primo Non Serré est venue nous réaliser du coup le diagnostic donc, pour la qualité de l'air intérieur. Donc, la méthodologie, ils se sont basés sur 4 paramètres, notamment donc, les composés organiques volatiles, la température des pièces, la concentration de CO2 et le débit d'aération des pièces. Donc, ces dernières ont été choisies afin d'être représentatives des activités et du risque présumé de la mauvaise qualité de l'air intérieur. Donc, on a un échantillon de 26 pièces de l'établissement qui ont été analysées. Donc, ils ont utilisé du matériel, je vous ai mis la photo, et voilà, bon, là, je ne maîtrise pas le sujet, c'est Primo Non Serré qui est venu avec son matériel. Je vous ai remis aussi, donc, pour les 4 paramètres, les niveaux. Alors là, pareil, c'est les études, c'est les études scientifiques. C'est surtout pour qu'on voit bien, vous verrez dans nos résultats, on voit bien, du coup, les petites vignettes qui vont de vert à rouge pour qu'on puisse se situer sur notre qualité de l'air intérieur. Donc, voilà, ils nous ont fait un diagnostic avec une présentation donc, par pièce. Donc, je vous ai mis des exemples sur des pièces. Donc là, on a l'exemple d'une chambre, donc c'était dans notre service de maternité, bien sûr, où donc, vous voyez bien les 4 paramètres qui ont été analysés avec les résultats. Et on voit que du coup, on est bien en débit vert sur nos résultats, sachant qu'en commentaire, voilà, on a bien une aération naturelle avec les fenêtres, puisque du coup, le point fort de notre diagnostic, c'est évidemment cette aération par les fenêtres qui est faite de façon régulière dans la journée par nos équipes soignantes et nos équipes ASH. Il y avait un petit point sur les VMC empoussiérés, mais vous verrez, je reparlerai dans la conclusion. Là, je vous ai mis du coup un exemple d'une seconde chambre de maternité. On voit du coup le COV en rouge en niveau 4. Effectivement, dans cette chambre, quand nous sommes rentrés, il y avait une forte odeur de cigarette dans la pièce. Donc la maman, on ne lui a pas posé la question, elle ne fume pas dans sa chambre, évidemment. Elle est descendue, en tout cas dans sa valise, etc. Tout ça, voilà, ça sentait fort le tabac. Et donc, on voit tout de suite nos résultats de COV qui ont augmenté. Je vous ai mis un dernier exemple sur la salle de soins. Donc là, pareil, hein, sur les résultats, on voit bien nos taux de COV. Alors, ils ont bien augmenté au moment de la pause de la solution hydroalcoolique, de l'utilisation de la solution hydroalcoolique pour le nettoyage des mains. Et on constate aussi, du coup, au niveau de l'ouverture. Donc, on avait des poubelles effectivement ouvertes, non fermées dans le service. Et on voit tout de suite, lors de l'analyse, que le taux de COV augmente fortement à ce moment-là. Donc, on a refait l'analyse avec un couvercle, bien le couvercle fermé sur cette poubelle, et on voit le taux de COV qui diminue. Et pareil, au niveau de la solution hydroalcoolique, voilà, ça s'évapore assez vite, et donc le taux de COV redescend une fois la solution hydroalcoolique faite. Donc, voilà. Donc là, je vous ai mis les résultats généraux donc, de toutes nos pièces. C'était surtout pour qu'on voit, alors c'est un petit peu flou, c'est surtout pour qu'on voit sur les graphiques que finalement, on est quand même plutôt
plutôt en vert dans l'ensemble de nos 26 pièces de l'établissement. Donc, on est plutôt satisfait. Et c'est vrai que dans notre démarche, l'analyse de la qualité de l'air intérieur, sachant qu'on a des bâtiments qui sont assez anciens, on s'était dit qu'on serait forcément mauvais et qu'on a un petit peu traîné à faire cette analyse de la qualité, ce diagnostic de la qualité de l'air intérieur, parce qu'on avait la sensation qu'on serait d'office mauvais. Et finalement, ça nous rassure parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas si mauvais que ça. Donc pour la conclusion sur notre diagnostic, les principaux constats qui ont été faits, c'est effectivement un empoussièrement des bouches d'aération qui favorise la prolifération des bactéries et une surconsommation énergétique dans le même temps. Donc voilà, là on a effectivement réorganisé une campagne de nettoyage et de désinfection des bouches. Donc il y a vraiment les vérifications d'extraction mécanisées. Donc là, dans le cadre de nos contrats, donc on est accompagné par la société Dalkia pour le sujet, et en plus du coup un dépoussiérage de l'entrée des bouches. Alors j'ai mis quotidien entre parenthèses, c'est plutôt visuel lors du nettoyage par les ASH. Le deuxième constat, donc c'était nos 2 sources majeures identifiées sur les taux de COV en rouge dans nos analyses. C'est donc l'utilisation de la solution hydroalcoolique. Donc Monsieur Blanchard en a bien parlé dans sa présentation. Il est évidemment très compliqué de supprimer cette utilisation pour l'instant. Donc l'idée, c'est plutôt sensibiliser un petit peu les équipes. Donc nous, notre établissement est équipé de solutions hydroalcooliques à l'entrée de chaque chambre. Et les consignes de nos hygiénistes, ce sont de faire cette solution hydroalcoolique à chaque soin dans la chambre. Donc l'idée, c'est de faire attention, de rester vraiment à l'entrée de la chambre, voire avec la porte encore un petit peu ouverte, pour du coup limiter à l'approche du patient et avoir cette aération de la chambre au moment de la pose de la solution hydroalcoolique. Et puis évidemment, voilà, sur les déchets. Donc là, c'est un rappel de notre organisation de fermeture des poubelles dans l'établissement. C'est un petit rappel sur les services. Le constat suivant, c'était les risques chimiques lors de l'entretien des locaux. Donc, il y a encore un petit point sur les poubelles ouvertes et l'utilisation des fameux produits d'entretien. Donc là, pareil, notre organisation, c'est de sensibiliser les collaborateurs aux risques chimiques en écrivant nos fiches de données de sécurité simplifiées pour adapter la manipulation des produits. Et on a d'abord commencé le travail sur la réduction de la gamme des produits d'entretien. Et donc aujourd'hui, on est arrivé à 3 produits disponibles dans les salles, dans les services. Avant de ne plus en avoir. Avant de ne plus en avoir du tout, voilà, puisqu'on faut le retour d'expérience de certains établissements. On a bien remis en place effectivement nos centrales de dilution qui nous permet d'avoir une bonne quantité. Et cette réduction de gamme de produits d'entretien nous a permis aussi de réduire, parce qu'elles avaient tendance à faire des petits mélanges de pas mal de produits. Donc voilà, on se retrouvait peut-être avec des émissions de COV élevées à ces moments-là. Et puis, on a aussi travaillé, donc là, on parle des produits d'entretien, mais on fait aussi tout un travail sur les produits qu'on utilise pour les patients, donc notamment la bétadine. Et donc là, notre hygiéniste travaille sur tout ce qui est soins au savon doux plutôt qu'à la bétadine. Donc voilà, là, c'est pareil, c'est un travail qu'on ne fait pas seul et qu'on fait avec nos hygiénistes pour ne pas faire d'erreur par rapport aux patients. Et puis, notre dernier point, c'était tout ce qui était risque d'utilisation des produits. Alors, j'ai mis PP pour les perturbateurs endocriniens. Je sais que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais du coup, notre action va en lien avec. Notamment, effectivement, on voit lors de nos analyses dans notre diagnostic que dès qu'une personne passe à la mise du parfum ou quelqu'un qui a du tabac, etc., on voit tout de suite le taux de COV augmenter à ce moment-là. Et donc, notre action principale, c'est de sensibiliser à l'utilisation des produits, aux perturbateurs endocriniens type parfum, bougie aussi, etc. Donc, en proposant pour notre maternité, du coup, des chambres modèles, des chambres type avec des sensibilisations pour les futurs parents et puis pour nos équipes salariées aussi. Et puis, également, sensibiliser à l'arrêt du tabac. Ça va de soi, c'est la santé publique. Et de manière générale, donc M. Blanchard en a parlé aussi dans sa présentation, effectivement, c'est de travailler sur nos achats et d'avoir des achats éco-responsables à la base pour limiter toutes nos consommations et nos taux de COV. Voilà, notre accompagnement dans le cadre de la maternité. Et c'est vrai que c'était très visuel, puisque les appareils montaient très vite quand il y avait la friction des solutions hydroalcooliques. Donc, ça marque les équipes et c'est assez efficace comme action de sensibilisation. On devrait refaire les mesures pour voir si les pratiques ont changé.
mais on craignait des résultats et des actions compliquées à mettre en place, alors qu'en fait, il y a déjà des petites choses à faire et à mettre en place au quotidien. Et je pense que même les équipes, à titre personnel, en fait, s'en rendent compte. Et donc, c'est une chance d'avoir eu cet accompagnement. Je ne vais pas faire de pub, mais voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie et Charlotte pour cette présentation. C'est vrai que c'est intéressant hein, de pouvoir partir de ce diagnostic des COV pour identifier hein, finalement les axes d'amélioration possibles et qui peuvent être rapidement mis en place. Hein. On l'a vu, Monsieur Blanchard l'avait évoqué aussi lors de son intervention, hein, finalement les émanations des solutions hydroalcooliques. Voilà, on n'y pense pas spontanément parce qu'on a une approche, on va dire, hygiéniste de cette utilisation, mais c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu autour de ces solutions, en tout cas d'aération après utilisation. Et puis, lorsqu'on avait préparé l'intervention aussi, avec finalement ces poubelles qui n'étaient pas fermées, là, on se dit que les actions peuvent être facilement mises en place avec un gain sur la qualité de l'air finalement immédiat. Et c'est en cela aussi que c'est intéressant. C'est une démarche finalement qui se fait en continu, finalement, comme toutes les démarches qualité et de gestion des risques. Et ce sujet de la qualité de l'air intérieur, il est aussi intéressant pour cela. En tout cas, on peut en voir les effets, même si, comme l'indiquait également Monsieur Blanchard, finalement, les établissements, selon les zones, effectivement, si ça a air filtré ou non, finalement, répondent déjà, en tout cas en termes de qualité de l'air intérieur, finalement, les établissements agissent déjà en la matière. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées dans le chat et merci beaucoup aux intervenants qui effectivement répondent au fil de l'eau. Alors, une question, est-ce que ces mesures n'ont pas réduit l'utilisation des solutions hydroalcooliques dans les services? Anne-Sophie, Charlotte, est-ce que du coup, vous en avez vu un effet? On ne vous entend pas, le micro est fermé. Non, après, voilà, la petite sensibilisation fait qu'elles font attention effectivement de rester un petit peu à l'entrée de la chambre et d'entamer déjà un peu la conversation et attendre que cette évaporation se fasse avant de commencer le soin. Après, voilà, pour l'instant, on n'a pas forcément refait d'analyse avec les équipes, sachant qu'on est aussi en cours sur tout ce qui est hygiène des mains. Voilà, une petite enquête dans le cadre de l'enquête ISATIS sur l'hygiène des mains auprès des patients, où on leur pose aussi des questions pour savoir si les équipes soignantes se sont elles-mêmes lavé les mains, nettoyé les mains à la solution hydroalcoolique avant d'entrer dans la chambre ou pendant le soin, etc. Et donc, voilà, ça va de pair avec les actions. Et je pense que c'est surtout important que le délai où il y a ces coffres, ça ne dure pas. Et donc, il faut éviter d'être en contact direct. Et comme c'est en maternité, c'est surtout par rapport au bébé. Où on avance près de la maman et bien souvent, on est du coup près du bébé. Et donc, c'était là-dessus, mais ça n'enlève en rien l'utilisation de la solution. Oui, pour l'instant, voilà, nos protocoles de nettoyage des mains avec la solution hydroalcoolique n'ont pas été modifiés. Parfait, merci beaucoup. Une autre question par rapport au diagnostic de qualité de l'air intérieur. Donc, vous évoquiez effectivement que c'est dans le cadre de la labellisation THQSE, c'était un projet porté par votre ARS. Est-ce que vous avez une idée du coût de ce diagnostic ou est-ce que c'était intégré finalement dans l'accompagnement ARS? Et voilà, c'était intégré dans l'accompagnement. Là, on ne peut pas vous aider sur la notion de prix. C'est premium qui peut peut-être apporter des infos. Mais on n'a pas eu cette chance-là. Ouais. En tout cas, c'est vrai qu'on le voit quand les ARS se saisissent de ces sujets d'éco-responsabilité des soins et de santé environnementale. C'est un vrai levier d'action et ça facilite, ça accélère finalement le passage à l'action avec un accompagnement sur un temps dédié.
Alors, Il y a un petit peu tous les prix. On avait déjà fait On avait regardé au début, avant d'être dans l'accompagnement avec l'ARS, pour du coup faire des diagnostics effectivement de qui étaient de l'intérieur. Et on avait, voilà, en fonction des sociétés qui le font, il y avait quand même une gamme de prix assez large sur le sujet. Bon, après, c'est le maintien, c'est la qualification, c'est le suivi, c'est bon. C'était pratique d'être dans cet accompagnement. Merci beaucoup pour ces réponses apportées. Il reste quelques questions qui ont été posées, parfois techniques. On essaiera de vous apporter des réponses à l'issue du webinaire, bien sûr, si on n'a pas pu y répondre, mais on approche au terme du webinaire et on l'a vu, hein, les différents types d'expositions dans les établissements de santé sont issus des activités de soins, des produits nettoyants, de désinfectants, des matériaux de construction ou proviennent aussi de l'extérieur. Et finalement, ce qu'on a essayé de faire avec ce webinaire, c'est de vous montrer finalement les possibles actions de surveillance, de contrôle et d'amélioration de la qualité de l'air intérieur qui peuvent être engagées au sein des établissements pour justement limiter la pollution chimique et microbiologique de l'air. Et voilà, si on n'en cite que quelques-uns, il y a effectivement l'inventaire et la suppression de tous les produits pouvant être cancérogènes ou mutagènes ou reprotoxiques, les fameux CMR, le remplacement, on l'a vu aussi, de certains produits ménagers par des gammes écolabellisées, le développement du bio-nettoyage dans les services, la formation, vous avez été plusieurs à souligner l'enjeu, cet enjeu de sensibilisation, de formation des équipes, en lien toujours avec les équipes hygiénistes, justement cette sensibilisation aux risques chimiques, l'aération des chambres bien sûr et finalement à tous ces éco-gestes. Le bon fonctionnement aussi des équipements, on l'a vu avec la VMC, notamment tout ce qui est extraction, traitement d'air. Et puis, on l'a évoqué aussi, ça renvoie aux achats, aux politiques d'achat durables et c'est vrai que on vous invite à demander l'étiquetage COV pour tout nouvel achat de produits, de matériel en exigeant auprès des fournisseurs des étiquettes COV A+. Et c'est vrai qu'au cours de ce webinaire, on a évoqué ces actions possibles et on n'a pas nécessairement parlé du coût que ça représentait, enfin un peu quand même sur la mise sous vide pour remplacer le formaldéhyde notamment. Mais effectivement, ces actions sont simples, parfois elles sont peu coûteuses, mais d'autres nécessitent des équipements un peu plus coûteux. Et Fanny Auger en a parlé tout à l'heure brièvement, mais en tout cas, il y a des contrats, les fameux contrats de prévention qui sont passés en application de la Convention nationale d'objectifs fixant un programme d'action de prévention spécifique aux activités sanitaires. Et cette Convention nationale d'objectifs, elle vient d'être renouvelée et signée par l'ensemble des institutions signataires, dont la FHP. Et dans le cadre de cette convention nationale, il y a des contrats de prévention, alors sous conditions certes, mais qui peuvent permettre aux établissements de bénéficier d'avances, voire de subventions. Et l'un des objectifs fixés dans le cadre de cette fameuse convention nationale d'objectifs concerne la prévention des risques chimiques et biologiques notamment. Et donc, cette convention, elle vient tout juste d'être signée par l'ensemble des structures institutionnelles. Et donc, la CNAM va communiquer auprès de l'ensemble des établissements de santé sur ces fameux contrats de prévention et la FHP vous communiquera également des éléments plus détaillés sur ces contrats de prévention dans le cadre d'un prochain 100% RH que vous recevez. Donc,
On l'a vu, on le sait, la maîtrise de la qualité de l'air intérieur est un enjeu pour nos établissements de santé. Et vraiment, je voudrais remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants, donc Olivier Blanchard, Justine Alépée, Fanny Auger, Anne-Sophie Tillier et Charlotte Breton, d'avoir accepté d'intervenir à ce webinaire et de nous avoir éclairé finalement sur ce sujet. Et si je retiens un élément, c'est que maintenant, il faut place à l'action. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très bel été et encore merci d'avoir participé et d'être intervenu à ce webinaire. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.